Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce premier chapitre de géographie de votre année de seconde. Alors c'est un chapitre que je vais faire un petit peu dense en essayant de rentrer dans les détails parce que finalement à l'occasion de ce chapitre on va voir tout un tas d'outils qui permettent aux géographes de mesurer les données. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que quand on parle de phénomènes en géographie, il faut toujours se poser la question, comment mesure-t-on ces phénomènes? Quels sont les outils que l'on utilise? Quels sont les outils les plus adaptés? Et toujours se dire qu'un outil, il ne peut pas nous renseigner sur tout. Il a donc des avantages, des points forts, des situations où il est particulièrement efficace, et puis des zones d'ombre qui nous laissent, ou des situations sur lesquelles il ne peut pas nous renseigner. Et donc ça, c'est très important finalement de savoir quel est le bon outil à utiliser pour évaluer un phénomène. Je pense par exemple au PIB, dont vous avez peut-être entendu parler, ou à l'IDH. On va revoir ces notions-là et on va en voir encore un certain nombre d'autres. Alors, ce chapitre 1 s'intitule Le défi environnemental parce que l'on va voir qu'aujourd'hui, l'humanité est confrontée à un certain nombre d'enjeux, des enjeux qui vont être déterminants pour elle à l'issue de ce siècle. Donc il y a en même temps une question d'urgence et en même temps un enjeu démographique très important parce que ce que l'on dit là, c'est bien à l'échelle planétaire et donc ça concerne des milliards d'humains. Alors pour introduire ce chapitre, je vous propose cette très éclairante citation d'Albert Einstein qui disait « Trois bombes menacent le monde, la bombe atomique qui vient d'exploser, il faut savoir qu'il écrit cette phrase dans le contexte des années 50, la bombe de l'information qui explosera vers la fin du siècle, et la bombe démographique qui explosera au siècle prochain et qui sera la plus terrible. » Et alors là, moi je suis subjugué par le génie d'Einstein. Effectivement, voir la bombe démographique, cette augmentation de population, c'était assez facile à prévoir. Mais mettre finalement entre la bombe atomique et la bombe démographique l'enjeu de la bombe de l'information, je trouve ça très juste. Et quand on voit aujourd'hui finalement le problème posé par cette surproduction d'informations, eh bien c'est exactement ce que semblait dire Einstein. Cette bombe de l'information, née avec Internet, née aussi avec ces chaînes d'information continues. Et finalement, aujourd'hui, au XXIe siècle, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus difficile de bien s'informer. C'est-à-dire qu'avoir des informations, c'est facile, mais quand on voit toutes ces fake news, ces fausses rumeurs qui pullulent sur les réseaux sociaux, à la télévision, eh bien on se dit, mais vers où se tourner pour trouver un média de qualité? euh, Typiquement, les chaînes d'information continue ne font pas de l'information. C'est un petit peu méchant ce que je vais dire, mais ça ne vaut rien du tout en fait. C'est de la grosse daube. Euh, Regardez BFM TV, le gars, il va être à la télévision, il va passer sa journée devant le palais de l'Élysée à dire ah oui, ce soir, Monsieur Macron va parler. Ah oui, ce soir, il va parler. Bah écoutez, pour l'instant, il ne se passe rien. On se revoit dans une heure pour faire le point. Et c'est ça, on continue. Parce que qu'est-ce qu'il a besoin de faire, le journaliste? Le journaliste, il a besoin de faire un devoir d'investigation, d'enquêter, de croiser ses sources. Donc faire du journalisme en direct, c'est un oxymore. C'est tout simplement impossible. Le journalisme, ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande de l'éthique, du questionnement, de la relecture. Et donc du coup, demander à un journaliste de faire une analyse comme ça, en direct, en découvrant les faits, ça, ce n'est pas possible. Donc pour moi, tous les journalistes de chaînes d'information en direct, pour moi, ne font pas du journalisme. Voilà. Ils font de l'actualité, voilà, ils commentent l'actualité, c'est des commentateurs, mais ce ne sont pas des journalistes. Moi, je me fais une plus haute opinion des journalistes. Les journalistes, ce sont les gars qui vont enquêter, vont passer des semaines, voire des mois, à recouper des informations, à faire des témoignages. Et en ce sens-là, finalement, la démarche du journaliste, elle n'est pas éloignée de celle de l'historien. Et elle demande du temps. Et pas d'être dans le sensationnel, à juste recopier une information pour être le premier à publier le titre. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça finalement. Un journal publie une information, bien tous les autres journaux se ruent dessus et republient exactement le même article pour faire des clics. Le problème, c'est que ben, là, on ne fait pas d'investigation, on ne fait pas de travail critique et donc on ne fait pas de journalisme. Et donc je trouve que Einstein avait très bien vu en parlant de bombe de l'information. Et on va voir dans le cadre de ce cours, est-ce qu'il avait aussi très bien vu en parlant de bombe démographique. Sachant que la démographie, démos, on l'a vu en histoire, c'est le peuple,
Donc c'est finalement la comptabilisation de la population. La démographie, c'est un synonyme de population. On compte la population. Alors la problématique, elle va être d'articuler finalement la notion de développement durable à celle des transitions. On va voir aujourd'hui, il y a 3 transitions qui secouent le monde. Et le questionnement que l'on va se poser finalement, c'est en quoi le développement durable pourrait être une réponse aux différentes transitions qui secouent le monde. Donc premièrement, on va voir quelles sont les transitions aujourd'hui à l'œuvre. Alors, la première, c'est une transition qui est liée à l'augmentation de la population mondiale. On voit que la population mondiale, qui a très longtemps stagné en dessous des 1 milliard, jusqu'au début du 19e siècle, eh bien, à partir de la seconde moitié du 20e siècle, a explosé. On est passé de 2,5 à plus de 6 milliards en l'an 2000. Et ça, c'était l'an 2000, parce qu'aujourd'hui, regardez, en 2020, on a 7,7 milliards d'habitants. On va arrondir à 7,5, mais en gros, la dynamique, elle est très forte. On est 7,5 milliards en 2020, on devrait être 10 milliards en 2050. C'est-à-dire accueillir 2,5 milliards d'habitants supplémentaires en seulement 30 ans. Et on voit que les prévisions estiment que ça va mettre beaucoup de temps à se stabiliser et d'ici la fin du siècle, on devrait même être 11 milliards. Donc vraiment une évolution de population qui est considérable et qui ne sera probablement pas impactée par la crise sanitaire du coronavirus. Enfin, vous me posez cette question en classe, donc là j'y réponds ici. Aujourd'hui, le coronavirus fait 1 million de morts. Alors certes, 1 million de morts, c'est tragique. Toute mort est tragique. Mais quand on voit sur ce graphique que même la Seconde Guerre mondiale finalement n'a pas eu d'impact au niveau de la population mondiale, il n'y a pas de raison que l'épidémie de coronavirus au niveau démographique et mondial ait un gros impact non plus. Alors ça s'explique parce que aujourd'hui, les pays qui ont le principal poids démographique sont les pays asiatiques. Ce sont les pays asiatiques qui regroupent l'essentiel de la population mondiale. On le voit sur cette carte en anamorphose qui adapte finalement la taille des pays à la taille de leur population. On voit ces deux géants démographiques que sont la Chine et l'Inde. Alors on voit les deux États les plus peuplés aujourd'hui, c'est bien la Chine et l'Inde. Eux deux, ces deux États regroupent près d'un tiers de l'humanité. C'est considérable. Et on voit surtout pour l'Inde que sa population devrait continuer d'augmenter. Et par contre, ce qui est intéressant dans ce document, c'est de regarder les autres pays. Regardez le Nigeria, regardez la République démocratique du Congo ou l'Éthiopie. C'est les pays les plus pauvres, les pays d'Afrique, là, qui sont sur ce tableau. Et on voit que c'est eux qui vont connaître la plus forte augmentation. C'est dans les pays les moins avancés, les PMA, que l'augmentation de population va être la plus marquée. Et moi, je trouve ça impressionnant, quand on voit que le Nigeria va avoir sa population qui va faire plus que doubler en l'espace de seulement 30 ans. C'est très très impressionnant. La République démocratique du Congo, c'est x 2,5 presque. Donc autant de population qu'ensuite il faut loger, nourrir, soigner, former, scolariser. Donc des enjeux mais considérables pour ces pays-là. Et d'ailleurs, vous voyez bien que d'ici 2050, parmi les 10 pays les plus peuplés, seuls les États-Unis représentent les pays occidentaux, ce qu'on appelle les pays développés. Les autres, ce sont soit des pays émergents comme l'Inde ou la Chine, ou l'Indonésie, soit des PMA comme le Bangladesh, la République démocratique du Congo ou l'Éthiopie. Donc essentiellement des pays du Sud et des pays plutôt pauvres. Alors, comment ça se fait du coup que cette population, elle augmente si fortement, mais que dans un type de pays, c'est-à-dire les PMA et un peu les pays émergents? Eh bien, ça s'explique par la transition démographique. La transition démographique, c'est le fait qu'en se développant, un pays fasse des progrès au niveau de l'hygiène, au niveau de la médecine, au niveau de l'alimentation de sa population. Et du coup, la mortalité diminue. Le taux de mortalité, c'est le pourcentage de décès dans la population mondiale sur un an. Donc là, on fait des progrès, donc on se développe et donc la population décède beaucoup moins. Par contre, le taux de natalité reste toujours aussi important. On continue à faire des familles nombreuses. Et, passé quelques générations, quand le taux de mortalité s'est stabilisé et qu'il est devenu assez bas, eh bien c'est le taux de natalité
à son tour qui diminue. Et si on voit en France, finalement, tout au long de cette transition démographique, eh bien, progressivement, le nombre d'enfants par femme, ce qu'on appelle l'indice de fécondité, a diminué pour se stabiliser aujourd'hui aux alentours de 2. Donc un taux de fécondité à 2 enfants pour femme, c'est une population qui est stable, au moins au niveau du solde naturel. Parce qu'après, s'il y a un solde migratoire et qu'il y a beaucoup d'immigrés qui arrivent, pour peu d'émigrés qui partent, ça peut augmenter un peu la population. Mais au niveau du solde naturel, quand on en arrive ici, ça veut dire qu'on a une population qui augmente, mais augmente faiblement. Pour avoir une population qui n'augmenterait pas, il faudrait que le taux de natalité soit identique au taux de mortalité. Aujourd'hui, il y a même des pays comme le Japon, la Russie, l'Allemagne, où le taux de natalité est même inférieur au taux de mortalité. Ce sont des exceptions, mais ce sont des pays qui ont donc une population qui diminue. Alors du coup, ce qui se fait, c'est que aujourd'hui, les PMA, eux, ils sont en plein dans leur première phase. C'est-à-dire que le taux de mortalité vient juste de diminuer dans les PMA. Et donc, le taux de natalité, à part si on met en place une politique type enfant unique, comme l'a fait la Chine, mais ça, seuls les pays totalitaires peuvent le faire, eh bien, sinon, ça va prendre un certain nombre d'années, de décennies même, pour que le taux de natalité diminue aussi. Ça va se faire notamment par le fait que de plus en plus de femmes vont être scolarisées, vont avoir accès à un emploi, et donc du coup, généralement, une femme qui travaille, qui a une durée de scolarisation importante, se marie moins jeune et a moins d'enfants. Ça, c'est à peu près la situation où en sont les pays émergents. Eux, ils en sont dans leur deuxième phase, c'est-à-dire que là, le taux de natalité est en train de diminuer. Donc leur population continue d'augmenter assez fortement, mais ça va très bientôt se stabiliser. Pour le Brésil, pour l'Indonésie, pour la Turquie, ça devrait se stabiliser bien avant 2050. Et puis, il y a les pays développés qui sont dans la transition achevée, c'est-à-dire ici. Donc je résume, PMA première phase, pays émergents seconde phase, pays développés, transition achevée. Donc c'est ça la transition démographique, ce passage d'un état de forte natalité et forte mortalité à un état de faible natalité et faible mortalité. Et comme la mortalité baisse avant la natalité, cela produit un accroissement naturel. Alors, donc cette croissance démographique, pensez bien qu'elle n'est pas uniformément répartie et qu'elle va surtout toucher les PMA, et donc c'est-à-dire l'Afrique subsaharienne. On va là du sud du Sahara jusqu'à l'Afrique du Sud. Voilà, ça englobe toute cette partie-là. Alors, il y a une deuxième transition dont il va être question ici, c'est la transition urbaine. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, au début du 19e siècle, avant l'ère industrielle, seulement 2% de l'humanité vivait en ville. Ce qui fait que voilà, le phénomène urbain était un phénomène ultra minoritaire. Puis progressivement, la population est devenue de plus en plus urbaine du fait de l'exode rural qui a eu lieu finalement en France. La France a été touchée aussi en partie par l'exode rural au 19e siècle. Et donc aujourd'hui, on en est à 50% de la population mondiale qui vit en ville. Et finalement, cette transition urbaine, elle n'est pas terminée, parce qu'il semblerait qu'en 2050, nous soyons alors 70% d'urbains. Donc là, une situation équilibrée, mais progressivement, l'humanité va être de plus en plus urbaine. Et ça, c'est lié à un phénomène d'urbanisation qui est encore en cours dans les pays émergents et dans les PMA. Vous les voyez ici en orange et orange foncé. Il n'y a plus d'exode rural dans les pays développés, mais dans certains pays émergents et surtout dans les PMA, on peut encore parler d'exode rural, c'est-à-dire l'exode rural, c'est le départ en masse des populations des campagnes vers les villes. Donc là, il y a une transition urbaine qui est le passage d'une population majoritairement rurale à une population majoritairement urbaine, qui va poser aussi un certain nombre d'enjeux dans l'aménagement des villes et aussi des enjeux environnementaux parce que les populations urbaines ont généralement un impact environnemental plus fort que les populations rurales. Et enfin, maintenant, la dernière et la plus importante de ces trois transitions, la transition écologique. Alors, pour comprendre la transition écologique, il faut partir d'une petite équation. L'impact environnemental des populations humaines est lié à deux facteurs. Déjà, la population. Plus la population est nombreuse, plus son impact sur l'environnement sera fort, multiplié par son mode de vie. Or, on a trois problèmes. La population, elle va augmenter. On va passer de 7,5 à 10 milliards. Le mode de vie des populations, du fait de la hausse très forte
du PIB des pays émergents et des PMA va aussi augmenter, au moins dans les pays du Sud. Or, l'impact environnemental, il est déjà trop important, puisqu'on assiste notamment à un dérèglement climatique et à tout un tas de crises environnementales causées par l'homme. Donc finalement, là on a une équation qui est déjà déséquilibrée, un impact environnemental trop fort par rapport à ce que la Terre peut supporter, et les deux facteurs à l'origine de cet impact environnemental vont aller croissant, la population et le mode de vie. Donc si on veut absolument réduire cet impact environnemental, il y a deux solutions. Soit on diminue la population, en créant une sorte de politique de l'enfant unique à l'échelle planétaire, mais ça semble difficilement réalisable dans un contexte un tant soit peu démocratique. Je veux dire, à part la Chine totalitaire, aucun pays du monde n'a réussi à imposer ça à sa population. Donc si on ne peut pas réduire finalement la population, il faut changer les modes de vie. Arriver à développer des modes de vie qui aient un impact environnemental beaucoup plus faible. Et c'est ça la transition écologique. C'est finalement l'élaboration d'un nouveau modèle économique et social qui reposerait sur la transformation des modes de production et de consommation afin de répondre aux grands défis environnementaux. Arriver à produire en polluant moins et arriver peut-être à consommer moins ou consommer mieux, consommer des choses recyclables, réutilisables, afin aussi de limiter l'impact environnemental. Donc c'est ça la transition écologique.